Merci de rester avec nous, madame, monsieur. Bonjour pour un nouveau numéro de New World Forum. Nous nous intéressons au Togo une fois encore. Dans la deuxième partie, nous parlerons des conditions pour un dialogue réussi. Mais dans la première partie, nous recevons madame Dambé et Sabine Douanro. Elle nous fait l'honneur de venir en studio aujourd'hui. Madame, bonjour. Bonjour. C'est un honneur pour nous. Vous êtes la présidente de la Ligue des femmes de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, un parti de l'opposition au Togo, parti membre de la coalition des 14 de l'opposition. C'est exact? Oui, c'est ça. D'accord. On va parler donc avec vous, s'il faut observer une trêve, en vue de donner une chance au dialogue, mais je voudrais quand même, parce que vous êtes la première femme que je reçois sur ce plateau, vous faites l'honneur de venir, je voudrais qu'on parle brièvement de cette faible représentation des femmes en politique. Pourquoi, selon vous, vous n'êtes pas nombreuses à vous engager dans ce domaine-là? Merci pour la question. Oui. La participation de la femme à l'échiquier de la politique est un peu faible au Togo. Et je peux dire que cette non-implication des femmes au niveau de la politique est due à plusieurs causes. Oui. Et puis si je peux citer l'une d'elles, je peux parler de l'analphabétisation des femmes. Vous savez bien que le niveau d'instruction des femmes au niveau du Togo est un peu bas. Donc ça fait que les femmes hésitent à aller vers la politique parce qu'elles se disent, est-ce que je serai en mesure de voter des lois une fois peut-être élu député à l'Assemblée nationale? Est-ce que je serai en mesure de lire et de voter des lois, ceci? Donc c'est déjà un frein. Mais ce niveau faible, peut-être on le remarque au niveau supérieur, parce que au bas niveau, au cours primaire, on voit que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Oui, elles sont plus nombreuses. Au fur et à mesure qu'elles progressent, elles disparaissent. Elles disparaissent, c'est ça. C'est dû à quoi? C'est dû à la pauvreté dont nous vivons dans notre pays. Malheureusement, c'est une triste réalité. Mais les hommes sont aussi pauvres, autant pauvres que les femmes. Oui, mais nous n'avons pas les mêmes chances. Lorsque vous mettez au monde un petit garçon, une petite fille, la chance que le petit garçon évolue plus à l'école, elle est plus grande que celle de la jeune fille. Pourquoi? Parce qu'à un niveau donné, la jeune fille, même les parents, la volonté même des parents fait qu'on préfère que le jeune garçon évolue par rapport à la jeune fille. C'est pas seulement ça. Il y a aussi cette non-volonté de l'État ou bien de nos autorités à faire des femmes des leaders au sein des partis politiques ou bien au sein de la politique. Donc vous pensez que c'est un choix délibéré des pouvoirs publics? Oui, je me dis que c'est un choix délibéré dans la mesure où vous prenez par exemple le discours du 31 décembre 2012 du chef de l'État, que lui-même a parlé de la parité entre femmes et hommes au niveau des élections. Mais quelle n'a pas été notre surprise aux élections législatives de 2013, est-ce que cette parité a été représentée ou bien est-ce que ce taux de représentativité des femmes a été respecté? Non. Même au sein du parti au pouvoir, cette parité femmes-hommes n'a pas été respectée, voire les autres partis politiques. Vous voyez ça? Même au niveau de l'ensemble du gouvernement. C'est même après la lecture de cette loi de parité homme-femme qu'il y a eu même une régression de représentativité des femmes. Au niveau du gouvernement. Est-ce que vous êtes nombreuses à vous intéresser à la chose publique? On ne va pas vous forcer tout de même. Non, il y a plein de femmes au Togo, mais des femmes togolaises, nous avons de femmes togolaises qui sont à mesure de représenter valablement le pays, et même plus que des hommes, mais on ne les compte pas. Mais pourquoi selon vous, le gouvernement choisirait, les pouvoirs publics choisiraient de ne pas faire confiance aux femmes, si tant est qu'elles ont les compétences pour faire, entre guillemets, le job? Oui, c'est ce que nous disons, c'est la non-volonté. Pourquoi selon vous, on peut vouloir... C'est parce qu'ils veulent tout s'accaparer, c'est tout. C'est parce qu'ils veulent tout s'accaparer. C'est juste pour... Bon, même les femmes qui sont là dans le gouvernement, les femmes qui sont là au niveau de l'Assemblée, les femmes qui sont là au niveau de certaines instances de décision, quel poste elles occupent? Quel poste elles occupent? Ce n'est que, disons, des postes dérisoires. Mais les postes... Au Togo, nous avons quand même une femme qui est directrice au cabinet du chef de l'État. Depuis l'indépendance du Togo, combien de préfets de femmes vous avez eu au Togo? Ce n'est que récemment qu'on a nommé la dame de Tchamba comme préfet. Les maires, il y a eu combien de femmes qui ont été élues maires?
Vous voyez tout ça là, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas une volonté au niveau de l'État ou bien au niveau de nos autorités de faire de la femme ou bien d'impliquer la femme à la gestion de la chose politique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de ces femmes compétentes. Mais vous parlez de l'État, mais vous qui aspirez à changer les choses une fois que vous êtes au pouvoir, parce que vous êtes dans un parti d'opposition, on ne voit pas une floraison de femmes dans ces partis, dans vos partis. Si peut-être, monsieur le journaliste, vous refusez de voir, mais moi, je suis déjà une preuve. Je suis déjà une preuve. Je me dis que je ne peux pas aujourd'hui me dire que je milite dans un parti politique au moment où on ne m'implique pas ou au moment où je ne me sens pas impliquée dans la gestion de la chose pour laquelle je me dis que je suis en train d'aller. Voilà pourquoi même au niveau, si je prends par exemple mon parti à qui moi j'appartiens, l'ADI. Oui, l'Alliance des démocrates. L'Alliance des démocrates pour le développement intégral. Au niveau national, dans le bureau national, les femmes sont représentées aussi que les hommes. Au niveau de vous voyez déjà, nous avions une Ligue nationale des femmes, dont je suis la présidente. Au niveau du bureau du comité de direction, les femmes sont là, les hommes sont là. Juste pour dire que, au niveau de l'ADI, on a impliqué les femmes aussi bien comment est-ce qu'on a expliqué les hommes. Donc c'est pour vous dire que moi je me dis que tel qu'il y a la volonté de ces décideurs-là, de ces leaders de partis politiques, la femme peut exceller parce que la femme au Togo a beaucoup de compétences. Oui, mais d'ailleurs, donc ça m'amène d'ailleurs à vous demander quel serait l'intérêt d'impliquer davantage les femmes. Est-ce que les hommes ne font pas le job déjà? Les hommes font le job. Est-ce que le pays appartient seulement qu'aux hommes pour que les hommes s'accaparent du pays pour dire qu'ils font le job? Non. Nous naissons égaux devant la loi. Donc, il serait inadmissible qu'une partie des hommes avec petit h garçons, s'accaparent ou bien se disent qu'ils ont le monopole de la gestion du pays et qu'il reste une partie fine des femmes. Vous savez bien que les femmes, elles représentent la majorité si on veut prendre le taux de la population. Bon, souvent 52, et pourquoi maintenant, oui, 52, c'est énorme, c'est considérable. Et pourquoi maintenant, il faut maintenant mettre de côté ces femmes-là pour dire qu'il faut, les hommes peuvent évoluer seuls? Non, je ne pense pas que c'est une bonne chose. Oui, mais parlez-nous un peu, avant qu'on retrouve notre sujet tout à l'heure, de votre engagement politique. Pourquoi vous particulièrement, vous avez décidé de mettre les pieds à l'étrier, de vous engager dans ce monde très masculinisé? D'abord, je me dis que je suis citoyenne. Et en tant qu'une bonne citoyenne, je dois m'impliquer à la gestion de la chose. S'impliquer à la gestion de la chose, je peux aller ailleurs, mais je me dis dans la politique, je me sens mieux à l'aise. Mais attention, il ne faut pas aller faire la politique parce qu'on veut faire la politique, non. Quel parti d'abord je vais choisir pour me sentir impliquée, pour avoir cette force-là, cette détermination de toujours aller avant, de toujours servir mon peuple. Vous aurez pu choisir Union pour la République unie. Oui, je ne vais pas choisir Union pour la République parce que je ne suis pas dans la même idéologie que eux. Donc j'ai choisi mon parti par rapport à l'idéologie, à mon idéologie et à l'idéologie du parti. J'entends par parti un parti qui veut vraiment le développement intégral de sa population, de son peuple. Est-ce qu'il y a un parti en Afrique au Togo qui ne veut pas le développement intégral? Oui, quand d'autres sont là à martyriser leur peuple, quand des gens sont là à refuser le boulot aux jeunes, quand des gens sont là et eux-mêmes, ils donnent des discours en disant une minorité s'accapare du bien du pays et au même moment, ils ne font aucun effort pour que cette minorité qui s'accapare du bien du pays des autres ne soit plus, que cette petite minorité-là d'abord soit jugée par rapport à leur corruption et qu'on donne l'accès à tout le peuple pour avoir accès aux soins, accès à la scolarité, aux jeunes d'aller à l'école librement, équitable des biens. Donc, un pays sans développement est un pays qui régresse davantage. Donc voilà, donc je ne vois pas en quoi je vais aller m'impliquer dans une au moment où je ne suis pas en train de voir cette idéologie. Mais dans l'ADI, j'ai vu que ce sont les mêmes idéologies, je partage les mêmes idéologies que le parti a dit. Mais encore qu'il faut être au pouvoir, avoir les moyens pour changer les choses. Pas nécessairement être au pouvoir et changer les choses. Vous êtes d'accord avec moi que ces derniers jours, l'opposition a fait parler d'elle? Dans la rue, mais en marchant, est-ce que ça peut changer, ça peut faire développer intégralement le pays, comme vous le dites? Ça beaucoup.
je trouve que ça peut beaucoup changer le pays. Donc et ça, c'est en train de changer. Donc, c'est pour vous dire que le choix de mon parti ne s'est pas fait au hasard, ou bien je ne me suis pas levé un beau matin, mais j'ai étudié les partis et j'ai trouvé que c'est le parti ADI qui allait le mieux avec mes idéologies. Et que d'ailleurs, je trouve que c'est un parti qui peut vraiment diriger le peuple en toute quiétude et qu'il y ait ensemble un développement intégral de la population. Ça, c'est le partisan ou la partisane qui parle? Non, pas forcément le partisan ou la partisane, mais nous disons ce que nous pensons, nos idéologies. On verra lors des élections à venir, campagne électorale, vous allez vous expliquer davantage. Oui. Une dernière question sur ce sujet avant qu'on aborde notre menu du jour. En politique, on dit souvent que c'est un métier de risque. Les hommes se plaignent beaucoup des menaces à gauche à droite, en Afrique, au Togo notamment. Vous n'avez pas peur de cet environnement entre guillemets hostile? Je peux dire que je n'ai pas peur. Si j'avais peur, peut-être je ne serais même pas devant les téléspectateurs, peut-être des milliers et des milliers de téléspectateurs qui sont en train de me voir. Oui, un peu partout dans le monde. Un peu partout dans le monde, je n'ai pas peur. Je me dis que le militantisme, c'est être totalement militante. Et servir son peuple, c'est pour le servir aussi bien quand c'est bon comme c'est mal. C'est pas parce que moi je peux dire que j'ai peur parce que je suis de l'opposition, j'ai peur parce qu'il y a de ces menaces que je vais croiser les bras pour dire que je ne sers plus mon peuple. Non, pas du tout. Nous ne sommes pas dans cette logique, ou du moins moi je ne suis pas dans cette logique. Ma logique, c'est que si je peux être serviable à mon peuple, à ma nation, je vais le faire, peu importe les risques qu'il y a. Et d'ailleurs, avoir peur de quoi? Je suis dans mon pays, je n'ai pas à avoir peur de qui que ce soit. Je suis dans mon pays et en tant que bonne citoyenne, on doit vivre en toute quiétude dans son pays. Pourquoi menacer des gens? C'est absolument... Je ne sais pas quel mot qualifier. Et vous, Sabine Dambé Doungourg, j'ose croire que je prononce bien. Doungourg. Oui. On sait clairement, quand on connaît comment on dit, la géopolitique du Togo, que vous venez du nord du pays, de Tapan précisément. Est-ce que vous avez choisi Adi parce que la plupart des responsables viennent de là? Pas du tout. Moi, en choisissant Adi, même, je ne savais même pas que le président national était même de Dapon, était même de Dapon jusqu'à avoir de l'ethnie Moba. Moi, je me dis, avant que je n'intègre un parti politique, j'ai pris soin de faire le tour de tous les partis politiques. J'ai pris soin de lire leur idéologie. J'ai pris soin de visiter même certains sièges des partis politiques. J'ai pris soin, par la suite, quand je me suis attachée à l'ADI, d'analyser la moralité de certains leaders des partis politiques. Donc, parler peut-être... Il y en a qui ont une moralité douteuse. C'est pas pour dire qu'il y a une moralité douteuse, mais je me dis qu'il y a certaines personnes, moi en tant que femme ou en tant que militante ou en tant que future politicienne, il y a certaines choses, je ne voudrais pas suivre de cette personne par rapport à certains comportements. Donc, moi je me suis dit, j'ai été très surprise même, le jour où je suis allée même sur les réseaux sociaux et j'ai découvert dans la bibliographie du professeur Kabouré Aimé Goké son niveau d'intellectualisme, même il a eu à étudier... Est-ce que c'est étudié? C'est pas étudié. Il est même professeur à l'extérieur, au Canada, partout dans le monde. Il enseigne. Je me dis combien sont nos leaders des partis politiques aujourd'hui qui ont ce niveau-là, qui ont l'occasion de sortir, de vivre d'autres expériences de l'extérieur et de savoir que voilà, c'est ce qu'il faut actuellement pour le peuple. Donc, parler peut-être pas de l'affinité, non, pas du tout. Ça n'a rien à voir ni avec ma religion, ni avec mon ethnie, pas du tout. C'est l'idéologie. C'est l'idéologie du parti ADI qui m'a mis dans ça. D'accord. Cela dit, on referme cette parenthèse pour parler du Togo maintenant. Togo qui connaît une crise, on va dire, exacerbée depuis le 19 août avec la marche du Parti national panafricain, le PNP, de Tikuya Tchadam. Et depuis, ça ne cesse de marcher. Mais depuis un moment, on a vu qu'il y a des soubresauts, des préparatifs pour le dialogue, des négociations de couloir. Est-ce qu'il y a place maintenant au dialogue? C'est la question que je voudrais vous poser. Vous, après cette série de manifestations, donc on engage un dialogue, vous avez espoir? Comment vous analysez cette situation? C'est un répit pour vous, un soulagement, ou vous faites comme si il n'y avait pas de changement? Dialogue, oui.
Mais ça ne veut pas dire que nous devons baisser les bras parce qu'il y a le dialogue. Nous disons que ce n'est pas parce qu'il y a dialogue que peut-être les manifestations de rue vont s'arrêter, pas du tout. Il faut être éveillé. Oui. Nous devons être éveillés. Oui, ça on va le voir. Mais l'idée même qu'un dialogue s'enclenche, nous sommes d'accord avec le dialogue, mais si ce dialogue est vraiment sincère, il faut que ce dialogue soit sincère. Nous ne voulons pas d'un dialogue où on va venir juste pour faire semblant parce que, voilà, comme ça chauffe, il faut leur appeler au dialogue et on fait semblant. Si le dialogue vraiment est sincère et qu'au cours du dialogue, ils nous donneront la liberté de toujours exprimer nos points de revendication qui, d'ailleurs, s'ils sont sûrs que ça serait pris en compte, il n'y a pas de problème. Mais si c'est aller au dialogue et qu'au même moment, nos points de revendication restent là, ce n'est pas la peine. Nous n'avons pas confiance en ce dialogue. Mais nous disons, s'il y a dialogue, nous irons, mais nous serons éveillés. Oui, mais ce dialogue, est-ce qu'il n'était pas inespéré? Il y a 2 mois encore, hein, quand on en était au référendum, parce qu'après le vote du projet de loi de révision constitutionnelle par l'Assemblée nationale, on devrait aller tout de suite au référendum, selon le vœu du gouvernement, et ce dialogue n'était pas acquis d'avance. Ce dialogue n'était pas acquis d'avance, d'accord. Mais vous voyez, nous sommes dans un pays, lorsque vous faites semblant de dormir, on va vous assommer. Et là, nous ne sommes pas dans cette logique. Ce qui est en train de se tourner autour de ce dialogue, c'est pourquoi nous disons que dialogue, oui, mais au même moment, nous ne dormons pas aussi. Parce que vous voyez, ce moment où il y a eu de ces marches, de ces revendications, que l'autorité a couru pour dire qu'ils ont voté des lois. Ils ont voté en présence de qui? Cette loi-là, ils ont voté en présence de qui? Oui, mais ce sont vos députés qui ont fui. Cette loi où on a pendant longtemps demandé à ce qu'on la revise. Cette loi, on a demandé pendant longtemps à ce qu'on revoie l'emplacement des tests. Ils ont dit non. Mais il a fallu que la rue parle pour qu'ils courent pour dire qu'ils votent une loi. Ils ont voté cette loi. Est-ce que nous avons voté cette loi? C'est parce que nous trouvons que nous n'avons pas fait un choix. Mais dans quelles circonstances ils trouvent qu'ils doivent voter cette loi? On ne se lève pas un bon matin pour dire qu'on veut voter une loi. Non, c'est pas comme ça les choses se passent. C'est pas comme ça les choses se passent. L'opposition, si elle a refusé, c'est avec en toute légitimité que l'opposition a refusé de voter cette loi. Donc, disons que le dialogue, nous espérons tous qu'au sortir du dialogue, il y aura une bonne cause. Mais tant que les revendications ne seront pas prises en compte, tant que ce que nous voulons, toutes nos revendications ne seront pas prises en compte, ce dialogue serait peut-être un dialogue vain parce que la marche, nous continuerons toujours ces marches. Mais si l'idée de dialogue s'impose maintenant à tous les camps, c'est peut-être une petite victoire pour l'opposition aussi, non? Une petite victoire, peut-être, hein, c'est vous qui le dites, hein, mais nous avions, notre passé nous a tellement donné beaucoup de leçons que lorsque même on nous dit que prenez le gâteau, nous ne crions pas victoire, nous ne disons pas qu'enfin notre fin va terminer parce qu'on va manger du gâteau. Non, nous regardons le gâteau et nous voyons de quelle couleur est ce gâteau. Donc dire que crier une petite victoire, c'est trop tôt pour nous parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas vu ni la queue ni la tête de ce dialogue. Mais moi, je vais vous montrer en tout cas la queue, sinon les prémices de ce dialogue. La semaine dernière, en tout cas celle qui vient de s'achever, certains leaders de l'opposition étaient en France pour rencontrer le président de l'Union africaine, en l'occurrence Alpha Condé. Avant que je vous demande si vous êtes au parfum des discussions que les 3 leaders de l'opposition, à savoir Tikpi Achadam, Jean-Pierre Fabre et Mme Madjamagbo Johnson, ont eu avec Alpha Condé, je voudrais vous demander si vous étiez un peu déçu que votre leader ne soit pas dans cette délégation. Déçu pourquoi? Nous travaillons en parfaite coalition. Nous avions parlé de la coalition des 14. Oui. Et s'il y a quelques membres qui sont invités, pourquoi nous serons dessus? Donc vous êtes solidaire avec le groupe qui a fait le déplacement? Si, et nous sommes en parfaite union avec eux parce que nous savions qu'en allant, ces leaders ne vont pas non pas pour défendre les intérêts du parti ou bien les intérêts personnels de qui que ce soit, d'un individu que ce soit, mais c'est pour la revendication et les attentes du peuple. Donc nous ne voyons pas comment est-ce que nous serons mécontents que tel parti a été pris en compte, tel parti n'a pas été pris en compte. Mais peut-être ce que nous déplorons, c'est vrai, nous avions trouvé que le nombre sur les 14 partis politiques, 3 seulement étaient invités. Nous avions estimé que le nombre était insuffisant. Peut-être on aurait invité au moins 7 ou 8 personnes. En tout cas, disons la moitié du nombre de la coalition. Et nous y avions demandé, mais c'est le président Alpha Condé lui-même
qui a fait le choix de ces leaders de l'opposition. Mais le président national de l'ADI, le professeur Aimé Gougué, a émis l'idée prochainement que s'il y a de ces genres de choses, qu'on donne la latitude à la coalition elle-même de désigner les représentants et peut-être qu'on nous donne un nombre plus élevé que ce qu'on a demandé. C'est tout ce que je peux dire. Mais de toutes les façons, pour parler comme... pour emprunter un langage du football, est-ce qu'ils ont bien joué, les trois qui ont représenté la coalition lors des discussions avec le président de l'Union africaine? C'est ce que je viens de dire. Ils ne se sont pas, ces leaders ne se sont pas levés pour aller juste. Ils sont allés représenter. Pas le fait qu'ils soient allés là-bas. Oui. Est-ce que durant les discussions, ils vous ont valablement représenté? Est-ce qu'ils ont fait le job comme vous auriez fait? Nous avions confiance à tout un chacun d'eux. Nous avions confiance à tout un chacun d'eux et nous savons que la revendication d'une seule personne est la revendication de tous. Donc nous savions qu'ils ont représenté, qu'ils ont été à la hauteur de nos attentes. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qu'il faut retenir essentiellement de ces échanges? Nous n'avions pas... Nous disons toujours par rapport à nos revendications, ce n'est pas parce que les choses évoluent que nous allons augmenter des choses du jour au lendemain. Nous, c'est la révision de la Constitution. C'est la révision de la Constitution, le retour à la Constitution. Le retour à la Constitution dont nous parlons, le vote de la diaspora, la libération de tous les détenus. Actuellement, il y a des gens qui sont encore emprisonnés, la libération de tous ces détenus. Bref, nos revendications sont toujours restées les mêmes. Et ce sont ces mêmes revendications-là que ces leaders de l'opposition sont allés exprimer au président Alpha Condé, qui, j'espère bien, a pris en compte toutes ces revendications et que par rapport à ce dialogue, nous aurons un gain de cause par la suite. Mais sur quoi vous êtes prêts, par exemple, à faire des concessions? Parce que quand vous allez à une négociation, à un dialogue, on n'obtient pas tout. On fait toujours des concessions. Quels sont les points incontournables pour vous sur lesquels vous n'êtes pas prêt à céder aujourd'hui? Par exemple, nous disons le retour à la Constitution de 1992. C'est quelque chose que... C'est un point non négociable? Non, non négociable. Ça, c'est non négociable. Si nous prenons le vote de la diaspora, c'est non négociable. Nous disons aussi que nous ne pouvons pas être dans la rue à manifester au moment où nos compatriotes sont dans des prisons, je ne sais pas comment, avec toutes les violences qu'ils subissent. Chaque jour que Dieu fait, il faut que ces détenus-là soient libérés. Leur libération en bloc ou demander une enquête impartiale pour situer les responsabilités et faire un procès peut-être? Oui, les responsabilités, mais vous êtes d'accord avec moi que dans ce pays, les enquêtes toujours, on dit toujours des enquêtes, mais ces enquêtes, des gens sont morts. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais su qui sont ceux-là qui ont tiré réellement sur nos compatriotes. Pourtant, on dit toujours des enquêtes sont ouvertes, mais jamais on n'a jamais eu des aboutissements de ces enquêtes. Donc nous disons aujourd'hui que nous devons d'abord exiger la libération de tous ces détenus-là d'abord. Et le chef de l'État a été clair quand même, quand il a parlé à Téméja, il a situé les responsabilités en disant que les organisateurs de manifestations seront responsables devant les victimes et les dégâts. Vous voyez, monsieur Gilles, lorsque vous êtes dans un pays où un chef d'État qui est supposé ramener la paix dans ce pays met en conflit son peuple avec l'armée, c'est très grave. Mais en quoi et c'est ce que le président... Le peuple en conflit avec l'armée, est-ce que ce qu'il depuis les marches du 19 août jusqu'à nos jours, des gens sont morts, des civils sont morts, voire jusque des enfants. C'est un président de la République qui est resté mieux face à toute cette détresse de son peuple. Mais quand il est allé à Téméja, il a parlé de ces 2 militaires qui sont morts. Je ne vais même pas... Il a parlé des autres civils. Il va punir les coupables. C'est parce que les militaires sont morts qu'il est sorti maintenant pour dire que des gens sont morts. Et depuis le 19 août jusqu'à nos jours, les autres violences qu'il y a eu par le passé, il n'a jamais fait cas de tout ça. Et dire en ce moment qu'il va poursuivre les coupables qui seront punis,
je ne vais même pas polémiquer autour de la mort de ces militaires-là. Parce que des gens sont morts ici, les réseaux sociaux en ont parlé, mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas vu les corps de ces militaires. C'est une parenthèse, je ne veux même pas polémiquer de ça. Mais je me dis que ce que le chef de l'État est en train de faire est très grave. Et je me dis qu'avec cette situation, il est en train de mettre... Le raisonnement qu'il fait. C'est pas logique dans le sens où, si les gens sont morts, si des civils sont morts et qu'il n'a jamais parlé de ça, c'est pas 2 militaires qui vont mourir, c'est vrai, c'est des pertes en vies humaines. Une personne qui meurt au Togo est déjà trop. C'est un fils, c'est un compatriote. Mais où est-ce qu'il était quand d'autres mouraient? Oui, mais il a parlé des autres victimes très également. grave. Il a parlé de la mort des militaires, de même que toutes les victimes. Oui, mais selon quelles circonstances? C'est parce qu'il est allé, il n'est pas allé devant une foule pour parler, il est allé devant des militaires pour pouvoir s'exprimer. Et ce qui est grave, parce qu'il incite l'armée contre le peuple davantage. Et je me dis que c'est criminel ce qu'il est en train de faire. Mais quand il dit qu'il va punir les coupables, c'est une façon... Pourquoi vous vous sentez indexé? C'est pour ça... Nous ne nous reprochons absolument de rien par rapport à... C'est l'opposition qui a organisé les manifestations. L'opposition n'a pas organisé... Dans quelles circonstances ces militaires sont morts? Non, vous voyez, Alpha Condé avait entrepris une démarche pour les négociations. Il a eu à rencontrer des leaders du parti de l'opposition. Et c'est peu de temps après qu'on vient, on arrête le l'imam. En arrêtant le l'imam qui a de Sokodé, qui a dégénéré ce qui est arrivé à Sokodé jusqu'à 8 morts de militaires. Mais bien avant ça, des gens étaient morts, personne n'en parlait. Il s'est tué en tant que président de la République. Il n'est jamais sorti pour dire qu'il a l'écoute de son peuple. Il donne des instructions. Il donne des instructions à qui? Les ministres sortent des communiqués. Ils sortent des communiqués du moment où ils disent que nous avions appris que 2 personnes sont mortes. Après, ils reviennent pour dire non, les 2 personnes qui sont mortes, c'était hier. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de mort. Est-ce que ces ministres-là sont une fois sortis devant la télé ou bien sont allés à la radio, bien sûr les médias, bref, pour dire que non, sous instruction du chef de l'État, nous déplorons ceci. Bon, même depuis qu'il dit qu'il va, des enquêtes judiciaires seront prises pour situer les responsabilités. Si je prends l'exemple de 2013 à Dapon où des 2 élèves sont morts, on n'a jamais connu les coupables qui ont tué ces enfants. Si je prends des milliers d'exemples, c'est pas parce que 2 militaires sont morts parmi ces dizaines et des dizaines de Togolais qu'il sort, il va te médias devant des militaires pour dire que des responsabilités. Je suis désolée, c'est pas comme ça que le même reproche ne peut pas vous être fait au niveau de l'opposition, de n'avoir pas condamné par exemple la mort de ces 2 militaires et de chercher à situer les responsabilités. D'abord, moi je m'incline devant la mémoire de tous ceux qui sont morts, y compris ces 2 militaires, parce que je me dis d'abord ces militaires, ils étaient en fonction au moment où ils ont trouvé la mort. Ils étaient en fonction au moment où ils ont trouvé la mort. Mais c'est pas parce que ces militaires ont trouvé la mort et que directement... Vous voyez, si vous essayez de voir ce qui s'est passé à Sokodé, en l'espace d'à peine 1 heure de temps, les dégâts qu'il y a eu à Sokodé, vous-même, si vous réfléchissez bien, ou bien si vous avez bonne mémoire, vous allez vous demander, est-ce que c'était prémédité ou pas? Nous avions l'impression que c'était prémédité parce qu'on ne peut pas arrêter l'imam tout à l'heure et qu'on ait tué 2 militaires, qu'on ait cassé ceci, qu'on ait cassé ceci, et que tout ça, là, ça retombe au dos de la population. Nous disons non. Si des enquêtes sont ouvertes, si le chef de l'État lui-même dit ça, s'il était conscient, je pense que même cette même nuit, il allait ouvrir des enquêtes et qu'au jour d'aujourd'hui, on aurait situé les responsabilités. Oui, c'est parce que quelque part... Mais pourquoi vous ne l'aviez pas condamné, vous, leaders? On se sent tué un peu sur la question, sur même le 19. Nous avions communiqué fermement sur cette question. Les édifices publics ont été brûlés. Nous avions communiqué fermement sur cette question. Le président national de l'ADI, le professeur Aimé Gogé, a été même s'est déplacé même allé à Sokodé. La coalition aussi a été à Sokodé. Nous avions eu à rencontrer même ceux qui sont allés vivre dans la bourse. Et je me dis, comment est-ce que nous tous, nous disons que nous sommes dans un pays qui nous appartient à tous et qu'un beau jour, une partie se lève contre une autre partie pour dire vous n'allez même pas rester dans votre propre pays, vous allez dormir dans la bourse, et que ces mêmes gens sortent, sont à l'aise. Il a été demandé que des populations aient dans la bourse. Il me semble que
Lorsqu'on amène des bérets rouges, lorsqu'on amène même jusqu'à avoir des parachutistes de Cara pour dire que bon, ils n'ont qu'à rester à Sokodé, ils n'ont qu'à rester dans telle ville, et ils sont là à frapper les gens, rentrer, frapper, renvoyer les gens. Vous avez déjà tous les détails, on n'a plus besoin d'enquête alors pour savoir ce qui se passe. Oui, mais celui-là même qui a dit qu'il a besoin des enquêtes, qu'il faut des enquêtes, connaît les responsables de ceux-là qui ont engendré cette tuerie, ces casses-là à Sokodé. Il sait bien, il est conscient. Mais nous disons que... Est-ce que ce n'était pas le rôle de l'État de rétablir la sécurité, la protection civile? Rétablir la sécurité, la protection civile ne veut pas dire entrer dans la maison, frapper les femmes, frapper les enfants, frapper les jeunes, renvoyer les gens pour dire que vous n'êtes pas d'ici, nous allons vous renvoyer, vous allez retourner chez vous. Donc, comme je dis, vous avez toutes les informations. Est-ce qu'on a encore besoin d'enquête là, dans ce cas? Nous avions toujours besoin d'enquête parce que votre information est partielle peut-être? Non, elle n'est pas partielle. Nous avions des preuves, mais nous disons que ces responsabilités doivent être situées. Nous ne voulons pas que d'autres se mettent dans une peau de chef d'État pour dire que nous remettons le tort sur l'opposition, nous remettons le tort sur le peuple. Au moment eux-mêmes, ils savent les exactions qu'ils ont eu à commettre dans ce pays. Oui, Madame Doumbougué, à vous écouter, je me dis que est-ce que vous êtes dans des prédispositions pour le dialogue? Dans cet état d'esprit, si on met les deux camps en face, le pouvoir et l'opposition, est-ce que les gens ne vont pas se déchirer, les gens ne vont pas se jeter les uns sur les autres? Pas du tout, nous sommes sereins en toutes choses, nous sommes sereins. Nous disons que lorsqu'on dit qu'il y a dialogue, lorsqu'on dit qu'il faut s'asseoir pour parler, lorsqu'il faut s'asseoir autour d'une table pour discuter, nous disons tout d'abord que l'intérêt du peuple est plus important que tout. C'est pas parce que nous serons des gens d'unir ou bien du parti au pouvoir devant nous qu'il faut s'exciter, non. Nous disons, lorsque nous les avons en face, l'essentiel c'est de poser nos doléances, l'essentiel c'est de poser nos revendications sur la table. Et lorsque ces revendications seront prises en compte, nous n'avons pas de problème avec qui que ce soit. Mais le chef de l'État a dit à Abidjan la dernière fois que pour discuter, il faut être deux, mais il a l'impression qu'il est seul pour le moment à vouloir le dialogue. Il est le seul. Lorsque vous dites, vous, monsieur Gilles, en tant que journaliste, Madame Sabine, nous avions des malentendus. Et vous savez bien que ce que je suis en train de vous demander, je suis dans mon plein droit. Lorsque vous réfléchissez, lorsque vous dites que vous êtes quelqu'un qui cherche le bonheur de votre peuple, vous allez me dire, venez, on va parler. Mais lorsque vous vous promenez pour dire de pays en pays, pour dire dans la bouche, je veux qu'on parle, mais jamais vous ne m'appelez à parler. Vous voulez que moi je vienne vers vous pour dire, bon, on devait parler? Non, c'est pas ça. Donc, c'est juste pour dire que nous sommes prêts aujourd'hui à aller au dialogue, mais nous ne serons pas là aussi à les appeler, venez, on va faire le dialogue. C'est eux qui doivent nous appeler à faire le dialogue parce que c'est eux qui sont dérangés dans tout ça. Dans toutes ces choses, c'est eux qui sont dérangés. Dérangés comment? Par quoi? Vous voyez aujourd'hui comment est-ce que le chef de l'État et ses ministres, ils ne dorment pas, ils courent de gauche à droite. Ah, ça veut dire que vous êtes dans le secret des dieux, hein? Vous êtes dans le... Nous les voyons, hier il était dans la centrale, disons, depuis qu'il y a de ces marches, depuis qu'il y a de ces revendications, depuis que le peuple est dans la rue, lui aussi n'arrive pas à s'asseoir. Il est là à aller de voyage en voyage dans les airs, il court pour aller voir ses pères, tout ça. Avant les manifestations, le chef de l'État a toujours fait des déplacements à l'intérieur du pays. Non, oui, mais il voyageait pour son propre compte. Il ne voyageait pas pour trouver une solution avec l'opposition à son pays. Il voyageait pour aller se faire plaisir. Il voyageait pour son propre compte. Mais maintenant, il fait semblant. Il court vers ici, voit tel président. Il court vers ici, voit tel président. Personne ne dort. Est-ce que vous ne faites pas les mêmes? Ça veut dire que vous dormez sur vos deux oreilles? Nous sommes sereins. C'est ce que... Vos 28, non, c'est ce que j'ai dit. Nous sommes sereins. Nous n'avons aucun problème. C'est lui qui ne dort pas. Parce qu'il sait que ce qu'on est en train de lui demander, il se croyait éternel peut-être. Il se croyait tout puissant. Il se croyait, entre parenthèses, un baobab qu'on ne pouvait pas déraciner. Donc, il était serein. Donc, nous n'avons que nos marches. Notre force actuellement, c'est les marches. Et nous ne lui demandons rien. C'est lui qui court de gauche à droite. Et c'est lui qui a besoin de nous aujourd'hui. Ah bon. Et donc, on va
peut-être aborder le dernier aspect. L'opposition a appelé encore à 3 jours de manifestation dans les jours à venir. Est-ce qu'il ne faut pas observer une trêve pour donner une chance au dialogue qui est en train de s'annoncer? Des gens parlent déjà de début décembre pour les choses sérieuses. Quand nous sommes si proches du dialogue, est-ce qu'il ne faut pas faire une trêve? Je vais répondre directement à votre question, non. Faire une trêve, non. Nous disons que nous allons au dialogue, c'est vrai. Mais nous ne marchons pas, l'opposition ne marche pas pour son propre compte. C'est ce que le peuple demande que nous faisons. Et le peuple dit aujourd'hui, tant que nous n'avons pas acquis tout ce que nous demandons, toutes nos revendications, la rue, nous serons toujours là, dans la rue. C'est notre force actuellement. Et nous allons continuer par marcher. Avant ou pendant le dialogue, nous marcherons jusqu'au jour où nous trouverons satisfaction de nos revendications. Qu'est-ce que vous appelez peuple? Ils sont combien dans ce groupe? S'il vous plaît. Pardon. Le peuple, qu'est-ce que vous désignez par peuple? Il y a 7 millions de Togolais. Le peuple dont vous parlez, ça fait combien? Le peuple aujourd'hui, je crois que vous lisez les réseaux sociaux. En tant que journaliste aussi, vous allez sur le terrain pour voir. C'est presque tout le monde aujourd'hui qui réclame ce changement. Ce n'est pas une question de parti, ce n'est plus une question d'ethnie, ce n'est plus une question de religion, mais c'est toute la population maintenant qui est déterminée à avoir ce changement dans sa vie pour le bien-être de la population. Quelle est la manifestation concrète de ce que vous appelez peuple? Comment on peut le savoir? Sur quelle base? Quels sont les indicateurs? Pour celui qui est à l'extérieur, maintenant, comment lui expliquer que c'est l'ensemble des Togolais, comme vous le dites, qui demandent le changement? D'abord, vous avez... Quelle est la preuve? Hier, peut-être les partis allaient en rang dispersé. Mais aujourd'hui, vous avez cette coalition des partis de l'opposition. 14 partis sur... Oui. On en a 111 ou 112 oui. Aujourd'hui. Oui, mais l'essentiel n'est pas d'avoir 111 ou 112. Mais est-ce que les autres partis dont vous parlez sont représentatifs? Est-ce que ces autres partis sont représentatifs? Une chose n'est pas d'être parti politique, mais c'est d'être représentatif. Il peut y avoir des partis qui ne sont pas représentatifs. Nous parlons des partis représentatifs. Des partis représentatifs, monsieur le journaliste. Vous parlez de partis représentatifs, vous êtes 14. Ça fait combien? Une trentaine de députés à l'Assemblée nationale. Unir est seul avec... la majorité à l'Assemblée. Aujourd'hui, les marches au Togo, personne ne peut contester que vraiment, c'est un monde fou qui est dans la rue. Personne ne peut le contester. Un monde fou, c'est combien, madame? Lorsque nous marchons à des milliers, nous sommes des milliers et des milliers dans les rues. Madame, de 50 combien exactement? Des milliers? Il arrive qu'on marche à plus de 100 000. 100 000 sur 7 millions, est-ce que il arrive qu'on marche... Je parle de Lomé seulement. Il arrive qu'on marche à plus de 100 000 à Lomé seulement. Or, c'est dans toutes les villes du Togo qu'on marche de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Nous marchons. Donc, essayez de faire cette petite évaluation-là et vous allez voir combien de populations sont dans la rue au Togo. Je vous pose une question. Demain, si vous êtes au pouvoir, Adi prend le pouvoir et que l'opposition arrive à mobiliser 100 personnes, 100 000 personnes dans la rue, vous allez démissionner? Même si aujourd'hui, il y a une revendication et que 2 personnes sortent dans la rue, je vais revendiquer parce que je saurai en même temps que tout mon peuple n'est pas d'accord avec moi. Il y a quelque chose qui cloche. Et là, je vais me réveiller pour chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Lorsque vous avez même une seule personne dans la rue qui dit « je ne suis pas d'accord avec ça », faites attention, ça veut dire que quelque chose ne va pas, ça ne marche pas. Et avoir des milliers et des milliers et partout sur toute l'étendue du territoire, ça donne à réfléchir. Donc, il aurait fallu peut-être parler de la légitimité de vos revendications plutôt que de parler du peuple. Nous parlons du peuple parce que nous ne faisons rien sans l'avis du peuple. Parce que nous disons que c'est pour le peuple que nous sommes là aujourd'hui. Et comment vous arrivez à recueillir cet avis du peuple, les milliers de personnes? Par exemple, lorsque nous faisons les marches, au point de chute, par exemple, nous discutons, nous tenons un meeting. Donc vous entendez la voix de tous ces milliers dont vous parlez? Nous avons des représentants. Par exemple, si je prends le parti Adi, par exemple, au sein du parti Adi, nous avons la Ligue des femmes, nous avons le comité de direction, nous avions la Ligue des jeunes, nous avions la Ligue des sages, nous avions de conseillers. Si ne serait-ce qu'une portion de ces gens-là qui disent voilà ce qu'il faut, c'est déjà un peuple, nous n'avons pas besoin. Et voir, c'est sur toute l'étendue du territoire.
Donc vous voyez que c'est tout un peuple qui est déterminé. La preuve, si ce n'est pas le peuple, lorsqu'on va marcher aujourd'hui et que demain on dit qu'il y a marche, si ce peuple n'est pas derrière ou ce peuple n'est pas déterminé, il n'y aura pas ce monde. Mais chaque jour que Dieu fait, lorsqu'il y a marche, il y a toujours un monde fou derrière et même le festif s'augmente du jour au lendemain. Donc c'est dire que c'est le peuple qui est déterminé par nous. Alors ma question maintenant, est-ce qu'il ne faut pas marquer une pause pour voir si le dialogue aboutit ou non avant de faire encore d'autres mouvements? Je crois que j'ai eu à effleurer un peu cette question en vous disant que ce n'est pas parce qu'on a annoncé un dialogue que nous allons aller dormir pour dire que, bon voilà, nous pouvons enfin soupirer ou bien crier victoire. Non. Nous allons marcher. S'il y a dialogue, nous allons marcher. Nous n'allons pas observer de trêve. Nous marcherons, nous marcherons, nous marcherons. Tant que nous n'aurons pas de satisfaction, nous serons toujours dans la rue. Parce que nous avions finalement compris que les marches, même, vous voyez, on avait commencé comment? Pacifiquement. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas qu'on marche. Ils ont fait sortir des miliciens. Nous avions dit d'accord. Cela ne nous empêche de marcher. Nous sommes sortis, nous marchons. Est-ce qu'ils arrivent? C'est ce que j'ai dit. Pourquoi ils courent de gauche à droite? Je pense que jusqu'à l'année passée, peut-être, si nous avions marché, son Excellence Fort, il s'en fichait de nos marches. Mais actuellement, c'est parce qu'il s'est rendu compte que la marche que l'opposition est en train de faire n'est plus l'apanage d'un seul parti politique, n'est plus l'apanage de certains individus, mais c'est tout un peuple qui est mobilisé derrière ces marches-là. Et ça fait qu'il n'y a plus de sommet dans ce pays. Donc nous marcherons toujours. Donc vous croyez en l'efficacité nous sommes même plus que... Est-ce que les marches ne sont pas galvaudées maintenant? Le fait de marcher tout le temps, est-ce que la marche a encore joue son rôle de pression encore? Beaucoup. C'est ce que je disais. Plus on marche, chaque jour que Dieu fait, nous avons encore plus de pression. Voyez-vous, sortez un peu pour voir les jours de marche, le monde fou qui draine derrière ces milliers et des milliers de personnes. Chaque jour. La dernière fois, nous avions marché quand? Nous avions marché jeudi, vendredi, samedi. Mais le jeudi, moi, mon point de départ était à Tikoumé. Quand je quitte à Tikoumé jusqu'à Bé, au niveau du carrefour de Dekon, vous ne pouvez même pas estimer à ce monde, c'est-à-dire ce monde fou-là qui est derrière, qui marche déterminé, sans peur, sans rien. Et même avant, les policiers là, ils sont là, et c'est devenu comme ça, nous donne plus de force à marcher davantage. En tout cas, moi, chaque jour, quand il y a marche, même si c'est 10 jours, je marche sur les 10 jours et je ne suis jamais fatiguée. Et j'ai confiance en moi que lorsque nous marcherons, lorsque nous allons tenir cette pression-là, ils finiront par céder. On va conclure cette émission. Madame Dambé Sabine Doungourgue, bientôt le dialogue, on parle dans les couloirs début décembre. Est-ce que vous avez quelque chose de précis à dire à ceux qui vont vous représenter au cours de ce dialogue, les représentants de la coalition à ce dialogue? Quelles sont les erreurs qu'ils ne doivent pas commettre selon vous? En tout cas, je pense que ces représentants-là savent déjà tout. Ils savent ce qui est bon pour tout le monde. C'est ce qui va dans l'intérêt du peuple. Ce n'est pas à moi ici de leur guider ou bien de leur dire c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il fait. Parce que là où nous sommes arrivés, chacun est conscient de la situation et chacun sait ce qui est bon pour le peuple. Mais je reste confiante et je suis convaincue aussi que ces représentants-là, ils vont aller représenter dignement à ce dialogue et que ce dialogue, au sortir de ce dialogue, nous allons sortir victorieux, gagnants de ce dialogue. L'Union sacrée va tenir jusque-là? Nous avions eu à le dire à plusieurs reprises, là où nous sommes arrivés, nous n'avions pas droit à l'erreur. Donc, parler de ces petites divisions, je me dis que ce sont des intoxications parce que nous n'allons pas céder à ces petites divisions-là. Nous sommes plus que jamais unis. Merci. Merci Madame Dambé Sabine Doungourgue. Vous êtes la présidente de la Ligue des femmes de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, parti de l'opposition du Togo. Vous faites partie des 14 représentants de l'opposition dans la grande coalition. Merci Madame. Je vous remercie. C'était un plaisir de vous avoir eu. Merci, c'est moi qui vous remercie. Madame, Monsieur, gardez l'écoute pour la seconde partie de notre émission. Tout à l'heure, nous serons avec Spero Maoulé. Il est le président du CALICIT, le collectif des associations contre
contre l'impunité au Togo. Avec nous également bientôt Beau Soleil Obekou, il est le président du mouvement Touche pas à mon poste, touche pas à mon président, pardon. Et puis Dr Kodjovi Obenton, il est le président du mouvement Nouvelle Vision. Nous parlerons des conditions pour un dialogue politique réussi au Togo. A tout de suite pour la seconde partie.